Un mauvais mariage est pire qu'un poison. Parfois on se donne les raisons de rester, pour la famille, pour les qu'en diront-on, par dépendance affective. Pourtant, la vraie question que l'on devrait se poser est « qu'est-ce qui est bien pour moi ?» Il faudrait toujours mettre en réserve dans son esprit que, pour qu'il ait un lendemain, il faudrait déjà que le présent existe. Maria était née dans un village africain qui avait tout à envier aux autres villages. Il n'y avait pas de paix. Les habitants étaient tout le temps en proie au vol, maladies, persécutions et autres. La tranquillité que les autres villages semblaient avoir sans passer de concours. Pour le village de Maria, c'était un luxe. Il vivait avec une terreur sans précédent, à savoir à qui le tour. Dès ses 6 ans, de retour d'école, du jour au lendemain, elle apprit qu'elle ne reverrait plus jamais son père. Dans les coins et recoins, on murmurait que c'était une énième victime du village. Un mot de ventre de même pas 1 heure de temps, et il était parti. Unique enfant au couple, elle resta donc seule avec sa mère. Elles arrivaient à se nourrir des produits de leur champ. Les achats nécessaires se faisaient avec la vente de leur récolte. Elle savait l'utilité du travail des mains. Elle ne pouvait pas se permettre d'être paresseuse, fut l'un des principes que sa mère l'a enseigné. Sa mère et elle avaient leur routine, qui dura et perdura sur le temps. Au lendemain de ses 12 ans, comme de coutume, quand elle rentrait de l'école, elle devait se changer, aller rejoindre sa mère au champ, pour qu'ensemble, elles puissent transporter la récolte du jour à la maison. Comme à l'accoutumée, Maria rentra, se changea, et se dirigea vers le lieu indiqué par sa mère, la veille au soir. À son grand étonnement, quand elle arriva, elle ne trouva pas sa mère. Elle trouva tout de même quelques effets qu'elle reconnut appartenir à sa mère. Elle se dit intérieurement que sûrement que sa mère n'était pas loin. Elle évolua donc dans ce qu'il restait à faire. Mais 1 heure après, sa mère n'était toujours pas rentrée, elle arrêta de travailler, et fit le tour des champs environnants au cas où. 2 heures non plus, elle ne la vit pas. Elle fit un tour à la maison, question de savoir si les voisines avaient de ses nouvelles. Elle rentra encore au champ pour ne pas la manquer au cas où sa mère reviendrait. Puis 3 heures plus tard, toujours rien. Cela devenait très inquiétant. C'était sûr, il lui était arrivé quelque chose. Le soleil était presque couché, jamais sa mère n'avait fait pareil geste. Jamais de sa petite vie, sa maman ne l'avait laissée, ainsi toute seule et livrée à elle-même. N'en pouvant plus, la peur dans le ventre, elle prit les effets de sa maman, rentra en courant dans leur cour. Elle cria, pour ameuter le village, pour que l'on lui vienne en aide. Très vite, leur cour fut remplie des voisins, amis et connaissances de ses parents. Pendant qu'elle était en train d'expliquer la raison de son mal-être, une voiture gara, non loin du monde rassemblé. Et de la portière arriérée, sortit 2 hommes baraqués, qui entouraient sa mère, et la tenaient fermement. Elle était pleine de poussière, les yeux hagards. Elle parlait des choses incompréhensibles de tous. Elle criait de la lâcher. Elle voulait couper les liens qu'on avait noués sur le pagne, pour éviter qu'elle ne soit sans rien sur le corps. Maria regardait sa mère, elle avait peur de ce qui se passait devant elle. Les hommes maintenaient sa mère, pour l'empêcher de se faire mal. Maria avait beau crier maman, l'appeler de tout son être, pour qu'elle la voie, pour qu'elle la reconnaisse. Mais rien ne se passa. Quand Maria voulut s'approcher de sa maman, les voisins la retenus, en susurrant doucement elle est folle. Maria, le long de la route, ou les jours du marché, avait déjà vu des personnes, qui marchaient, sans but et qui parlaient seules, se servant dans des poubelles pour manger. Que tout s'appelait fou. Des fois, ses camarades de classe et elle, s'arrêtaient pour les observer, et rire de monologues qu'ils se faisaient. Mais, là, à l'instant voir sa maman traitée de folle, lui fit tellement mal, elle n'arrivait plus à tenir sur ses jambes, elle s'assit à même le sol. Le proverbe qui dit que « c'est quand le fou n'est pas de ta famille que tu le trouves amusant » prit soudain tout son sens. Les hommes qui tenaient fermement sa maman, avec l'aide des voisins, la conduisit dans sa chambre. Ils veillèrent à enlever tout objet
qu'elle aurait pu utiliser pour se faire du mal. Aussi qu'elle ne puisse pas s'échapper, pour se retrouver en insécurité dans la rue. Maria était toujours assise à même le sol, désespérée, à ne savoir quoi faire. Les voisins et amis siégèrent pour savoir la marche à suivre. Maria avait une tante qui habitait en ville, qui venait très rarement, mais pas inconnue des voisins. Ils décidèrent de la joindre, et celle-ci promit arriver dans les 2 jours. Les voisins organisèrent donc une ronde de garde, tous ces 2 jours auprès d'elle, et de sa mère. Pendant ces jours, sa mère avait parfois des moments de lucidité, qui donnaient de l'espoir à Maria. Mais très vite, elle retombait encore dans son état trouble. Au terme des 2 jours, Maria savait que jamais plus, elle ne retrouverait sa mère. Que jamais plus rien ne sera pareil. Comme convenu, sa tante arriva, elle ne put retenir ses larmes à la vue de sa sœur, maintenue en sécurité dans un coin de la cuisine. Avec la boue partout sur le corps. Personne n'avait pu lui faire prendre un bain, depuis le fameux jour. Elle ne reconnaissait personne, et ne voulait pas qu'on la frôle, ni ne l'aide. Les personnes qui étaient là, expliquèrent que le matin de ce jour-là, quand Maria partit à l'école, elle a commencé à parler seule, à faire des allers et retours dans sa case, et dans la cour. Elle avait l'habitude de monologuer seule des fois, donc cela ne les a pas inquiétés. Puis après, elle s'est apprêtée, et est allée au champ. Sauf que quelque temps après, on l'a retrouvée à la place du marché, en train de crier, bavarder, faire un tas de choses, qui poussaient à croire qu'elle n'allait pas bien. Des personnes l'ont reconnue, et l'ont ramenée. Pendant toutes les explications, Maria regarda sa tante couler des larmes. Maria avait passé les 2 jours auprès de sa mère. Ne voulant pas la quitter, espérant que peut-être à sa vue, quelque chose aurait changé pour sa mère. Sa mère avait aussi 2 autres frères, dont l'un devait venir le lendemain, et l'autre qui était dans l'incapacité d'arriver dans les brefs délais. Cette nuit-là, les voisins prirent congé, puisque la tante était là. Toute la nuit était plutôt paisible. Maria dormit d'un trait, jusqu'au petit matin. Sauf que quand elle se leva, l'endroit où sa mère était restée tous ces 2 jours-là était vide. Plus de traces d'elle. Elle cria à sa tante qui était encore assoupie, qui se leva. Mais resta juste assise sur le lit, la tête baissée. Les voisins, alertés par les cris, se mirent à la recherche de sa mère, mais ils revirent au soir bredouille. L'oncle de Maria, qui avait promis arriver, lui non plus ne vint pas, prétextant un empêchement. Au lever du soleil, sa tante réunit les voisins, pour leur expliquer qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Du fait qu'elle avait des enfants en bas âge. Elle allait juste récupérer Maria, pour vivre dorénavant avec elle au vu de la situation. Mais qu'elle pense que l'un de ses frères viendrait sous peu continuer les recherches de leur sœur. Chose qui n'arriva jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, et que vous passez par là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. C'est dans cette mouvance que le lendemain, malgré ses pleurs, ses supplications pour que sa tante la laisse attendre le retour de sa mère, Maria fut embarquée pour la ville. Sa tante vivait avec son mari et 5 enfants, dans une petite maison, d'une seule chambre. Le premier enfant avait 9 ans, et le dernier quelques mois seulement. Les enfants, excepté le dernier, dormaient sur un matelas au salon, que l'on déposait au centre de la pièce la nuit venue. Et c'est comme cela que Maria dut s'adapter à la vie chez sa tante. Malheureusement, pour les nouvelles du village, de sa mère, on n'arrivait pas à la retrouver. Il semblerait que l'on ait aperçu quelques rares fois, dans les villages voisins, mais elle ne restait jamais à la même place longtemps. Cette situation affectait beaucoup Maria, sauf qu'elle ne savait quoi faire. Elle apprit donc à vivre avec. Maria devait donner un coup de main à sa tante avec les enfants, puisqu'elle était plus âgée qu'eux. Elle ne reprit pas l'école, cette année-là, faute de moyens. Les années d'après non plus. Sa tante profita de sa présence, pour commencer une activité. Elle passa donc
des années le plus clair de son temps à s'occuper de ses coussins. Avec le temps, elle se transforma comme une deuxième mère pour eux. Pendant que sa tante, elle continuait à se débrouiller dans son stand de vêtements. Maria aussi se débrouilla pour apprendre à faire des sacs en raffia, qu'elle allait vendre à la place du marché. Question d'avoir un peu d'économie. À cette vie, Maria s'était accommodée, pas que, c'était le bonheur parfait, ou l'entente assurée. Non, mais elle avait au moins un toit sur la tête, et un plat chaud chaque soir. Sinon, à chaque fois qu'elle faisait une bêtise, ses proches lui rappelaient que la folie était héréditaire. Et que, c'est si elle était normale que cela devait porter en confusion. Elle avait même appris au détour d'une conversation que, ce soir où sa mère était partie, elle ne s'était pas échappée toute seule. C'était avec l'aide de sa sœur, avec l'aval de sa famille à elle. Sous prétexte que s'occuper de Maria était le mieux qu'il pouvait faire. Comme une personne qui, trouvant ses tortures et souffrances, une certaine normalité, elle a fait avec. Sans rancœur, ni animosité, car elle avait compris que se révolter, rentrer, crier, se plaindre n'aurait servi à rien. Elle a fait avec. Sa tante rentra un soir, et lui dit qu'elle avait une bonne nouvelle pour elle. Que le frère, d'une de ses ferventes clientes, cherchait une femme pour son frère. Et elle l'avait vu plus d'une fois, et aimait sa patience et son comportement. Elle voulait avoir son avis. Apparemment la famille était plutôt aisée, et le monsieur avait aussi ses moyens. Et sa tante d'ajouter que c'était une chance en or, avec ses antécédents, que de savoir qu'elle puisse avoir un prétendant de cette trempe. Et intima que pour elle, Maria devait accepter. Maria, elle, n'était fixée sur rien. Elle ne s'était jamais intéressée à ce côté de la vie, qu'était le mariage. Son seul objectif dans la vie avait été de mettre assez d'argent de côté pour pouvoir aller à la recherche de sa mère, pour prendre soin d'elle. Puis l'idée germa dans sa tête, et si elle se mariait peut-être, elle aurait plus de chances d'arriver à ses fins, plus rapidement. Elle accepta donc de s'impliquer dans le projet. Elle alla donc quelques jours après rencontrer la dame. Il semblait de ce qu'elle avait compris que la dame était la sœur aînée du monsieur. Elle était aussi sa conseillère, et avait beaucoup d'influence sur son frère. Dans ce contexte, elle demanda expressément à Maria de ne pas se priver de venir lui parler si elle avait un souci avec son frère. Elle se voulait une alliée, un pilier et une personne fiable pour Maria. Maria était sortie de cette conversation très contente et sereine. Elle aimait savoir qu'elle entrait dans ce mariage avec un tel support, qui portait une aussi grande autorité. Son souhait était donc de rester indéfiniment sous sa coupe, et voulait tout faire pour que cela soit. 2 jours après, David prit contact avec elle. Il vint en sa rencontre, et ils allèrent se poser, sur un banc public dans un parc, pour faire connaissance. Lui était un homme d'affaires, qui se battait à se construire son patrimoine. Il n'avait aucun enfant à son actif, et frôlait la quarantaine. Il avait l'air courtois, gentil et mature. Maria ne trouva que des arguments à accepter sa demande. Pour elle, à cet instant-là rien ne clochait. Ce qui fut la pire erreur de sa vie, de croire d'office ce qu'on lui présentait. Comme un paquet, elle fut télécoptée dans un appartement situé dans une ville voisine à celle où elle résidait avec sa tante. Avec comme promesse que la belle famille voulait faire les choses en grand, pour qu'elle se sente honorée, que dans un bref délai, les choses seraient officialisées. À son entrée dans l'appartement, Maria remarqua les photos d'une jolie dame, accrochées sur les murs. Sur certaines, elle avait l'air très proche de David. Après, Maria s'empêcha d'aller plus loin dans ses réflexions et s'installa. Ses premières heures dans ce foyer lui avaient envoyé un message clair qu'elle avait choisi d'ignorer. Elle-même était quittée de chez sa tante, et toute seule avait suivi les indications pour se rendre dans son nouveau chez elle. Sans protocole, sans accompagnement, sans rien. Juste comme ça. Elle était arrivée, et était restée à la porte attendre. 1 heure plus tard, David était arrivé, lui avait ouvert et était reparti. Elle avait bien vu qu'il y avait quelque chose
qui ne tournait pas rond. Maria préféra tout de même penser que le monsieur était très occupé par son travail et n'avait pas la possibilité de faire mieux. Son installation terminée, elle alla à la cuisine. Il n'y avait rien comme réserve, ni comme nourriture. Il était parti et avait oublié de lui laisser de quoi préparer. Elle prit un peu sur ses économies, fit les courses et rentra faire à manger. Le soir, il rentra tellement tard qu'elle ne put le voir. Le lendemain non plus. Ce rythme dura pendant une semaine. Elle restait seule, elle mangeait seule, elle se couchait seule. Elle sentait juste sa présence, puis très tôt le matin, il était reparti. La semaine d'après, elle jugea bon de se confier à sa belle-sœur. Celle-ci fit l'étonnée et la rassura qu'elle allait parler à son frère. Maria ne savait pas ce que sa sœur lui avait dit, mais ce qui était une certitude est que son comportement s'améliora. Le même soir, il rentra beaucoup plus tôt, il s'excusa pour son attitude, due au stress du travail, souligna-t-il. Et ils passèrent une excellente soirée. Ce soir-là, avant de s'abandonner dans les bras de Morphée, elle était heureuse de pouvoir compter sur sa belle-sœur. 9 mois plus tard, un petit garçon est né. Toute sa belle famille était en fête, et ce n'est que là qu'elle fut officiellement présentée à sa belle-mère. Car depuis le temps, la rencontrer était tout ce qu'il y avait de compliqué. 2 mois plus tard, elle tomba encore enceinte. Après encore, quand le deuxième est né, même pas 3 mois, qu'elle était encore enceinte. Quand Maria accoucha le dernier, qu'elle comprit que ce qu'elle vivait n'était que château de sable. Les choses commencèrent à changer. David redevint sans transition, l'homme du premier jour. Mais en une version plus pitoyable. Il se comportait dans la maison, comme si elle puait. Il ne la rationnait presque plus. Il était très distant, et quand elle voulait ouvrir la discussion, il se refermait sur lui-même, ou s'en allait pour ne revenir que le lendemain. Pour manger avec les enfants, elle devait puiser dans ses économies à elle. Puis 3 mois plus tard, elle n'avait plus rien. Et rien n'avait changé. Au contraire. Elle se décida d'aller en parler, encore une fois à son pilier. Mais là seulement, rien ne se passa, comme elle avait imaginé. Ce geste fut l'accélérateur de sa fin. Elle s'en mordit les doigts des années et des années après. La partie 2 de cette histoire exposera le loup qui était déguisé en brebis. Auprès de Maria. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, et que vous passez par là, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.